Dambu ou Nyebbe? Dambu, bien huleux. FC Barcelone ou Real Madrid? Casablanca, Florentino Pérez. Université ou vie professionnelle? Université de très loin. ENCG ou SKE? Là, c'est plus compliqué. ENCG et ISKE. Les deux. Les deux. Ok. Niger ou Maroc? La même chose, quoi. C'est vraiment difficile de choisir entre son premier et son deuxième pays. Ah. Donc, je dirais Niger et Maroc. Niger, mon pays de naissance, et le Maroc, mon pays d'adoption. Abdelmalik Zakari Sidi, je suis nigérien résident à Casablanca. Je suis consultant en stratégie et organisation de formation en audit et contrôle de gestion. Donc, membre de la communauté nigérienne au Maroc, plus spécifiquement à Casablanca. Donc, merci à l'ANEM centrale de nous donner, de nous avoir invités pour qu'on puisse intervenir sur ce plateau. Je suis un produit du lycée d'excellence de Niamey, donc une école que j'ai fréquentée pendant 3 ans. C'est l'une des plus belles aventures académiques que j'ai eues. Donc c'est à la fois vraiment d'un point de vue personnel, d'un point de vue académique aussi. Parce que c'est une institution où on a appris le savoir-vivre. Pour moi, s'il y a vraiment une chose que j'ai apprise dans cette institution-là, au-delà du côté académique, c'est un peu le sens du partage. Ce que j'ai toujours aimé dans cette institution-là, et pourquoi c'est un exemple vraiment qui m'a marqué et qui caractérise qui je suis aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait été ensemble avec des Nigériens de différents horizons. Moi, je me rappelle tout au long de mon parcours, j'ai été dans une chambre avec un Bouzou, vous aviez un Zarma et moi le Hausa, et on a passé pratiquement tout notre cursus de 3 ans dans cette configuration-là. Donc c'est un environnement en fait qui vous apprend un peu le sens du patriotisme, le sens aussi de l'excellence. Je me rappelle quand on avait rejoint cette institution, au tout début, on avait une sorte de complexe. Et chacun était excellent un peu dans son petit, soit son village, dans son secteur. Et là, vous vous retrouvez avec des gens qui étaient chacun premier dans sa classe. Quand on voyait la charge de travail, on avait des profs qui étaient assez intimidants. On se posait chaque fois la question, est-ce qu'on va arriver à avoir les 12 de moyenne pour pouvoir passer? Moi, je me rappelle encore, je disais à mon frère Ismaël, avec qui on a partagé la chambre la première année, je lui disais, écoute, si on arrive à avoir 9 de moyenne dans cette matière, 10 de moyenne dans cette matière, au final, ça va faire environ 10 et quelques ou 9 et quelques de moyenne. On va être reversé au bout de la première année. Il y avait un peu cette envie-là, ou ce défi de se dire, on était les meilleurs là où on venait, mais ici, c'est un carrefour où vous vous confrontez avec des gens parmi les meilleurs du Niger. Bon, au-delà du lycée d'excellence aussi, je suis convaincu qu'il y a des gens excellents dans d'autres écoles aussi. Mais au lycée d'excellence, vous aviez quand même une partie des gens excellents du Niger, et il y avait cette envie-là à chaque fois de vouloir donner le meilleur de soi-même et de pas aussi décevoir nos parents. Parce que ce que j'ai aussi aimé dans cette institution-là, le lycée d'excellence, c'était toutes les activités extra-académiques. Vous aviez la charge de travail, les études qui étaient assez pesantes sur nous, mais au-delà des études, il y avait toute une vie. Vous rentrez après 23 heures, après minuit, d'une longue journée de Rosa, comme on l'appelait. C'était le moment maintenant ensuite d'aller poser du niebs, c'était le moment d'aller faire le tour un peu des bâtiments, d'aller sur le toit, faire un peu la fada. Donc moi, ce que vraiment mon parcours au Niger, je le résume plus en termes d'interaction humaine que plus qu'en termes d'apprentissage académique. Maintenant, mon parcours ici au Maroc, c'est un parcours aussi qui est tout aussi intéressant.
parce que j'ai eu à mener la vie à la fois en internat et hors internat. L'un de mes meilleurs souvenirs au Maroc, c'est l'internat à l'ISCAE, donc où on avait, tout comme au lycée d'excellence, vraiment un peu ce cadre-là agréable où on se retrouvait avec des amis à sociabiliser. Et beaucoup de ces gens-là sont devenus des amis pour la vie. Et est-ce que moi, que ce soit l'expérience au Niger ou l'expérience au Maroc, vraiment ce que je retiens, c'est pas le côté académique, mais c'est vraiment tout le côté chaleur humaine, tout le côté interaction humaine. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des frères, que ce soit au Niger ou ici au Maroc. Voilà. Donc, honnêtement, c'est ce que je retiens principalement de ce parcours-là. En 2010, je suis arrivé ici au Maroc, d'abord à El Jadida, une petite ville balnéaire où j'ai passé 2 ans. Donc, j'ai fait mon tronc commun en audit et contrôle de gestion. Voilà, c'était vraiment les fondamentaux. Pour moi qui suis scientifique de formation, c'était vraiment une sorte de game changer parce que vous obtenez votre bac C en 2010, vous venez ici pour faire des études dans une école de commerce. Ça change énormément. Vous sortez des équations pour découvrir un nouveau monde, le monde des langues, le monde des techniques d'expression et de la communication, le monde du marketing. Et moi, je pense que ça a été vraiment un moment très charnière dans mon parcours. Je me rappelle encore que sur beaucoup de choses à l'UNCG, vraiment ce qui m'a beaucoup aidé, même dans le monde professionnel, c'est ce parcours-là. Donc, Niger, ENCG, LGDIDA, où on vous apprend à communiquer, beaucoup plus d'exposés, on vous apprend à communiquer en anglais notamment. Je me rappelle au début, j'étais chaque fois impressionné par nos amis marocains qui arrivaient à s'exprimer beaucoup mieux que nous en anglais. Ça a été une expérience aussi très, très enrichissante pour moi. Donc, après mes 2 ans à l'UNCG, j'ai fait le concours de l'ISCAE, suite auquel j'ai été retenu. J'ai passé ensuite 3 ans à l'ISCAE de Casablanca, à l'internat, où ça a été une expérience qui était globalement similaire à celle du lycée d'excellence, parce qu'on était dans un internat, on était dans un cadre qui était vraiment très décontracté. C'était un cadre qui était très favorable en fait aux études. Et d'ailleurs, la philosophie à l'ISCAE, elle était très simple. On avait maximum 5 à 6 heures de cours par jour. Il y avait des journées où on n'avait que 3 heures de cours. Et c'était basé sur certains modèles pédagogiques du Canada où ils disaient il faut laisser du temps aux étudiants pour qu'ils puissent aller à la bibliothèque, pour qu'ils puissent aller faire des activités extrascolaires. Et c'est ce qu'on a fait et ça nous a énormément aidé plus tard dans le monde professionnel parce que vous sociabilisez, vous allez dans le monde de l'entreprise, vous allez faire de l'associatif. Donc, on n'était plus dans une logique de académique pure et dure. Donc, il y avait vraiment tout ce côté-là extra-académique qui était prépondérant. Et vraiment, là aussi, c'est l'un des points sur lesquels je dis chapeau à toutes ces institutions-là. Et ce que j'ai énormément aimé aussi durant mon parcours à l'ISCAE, c'était les interactions avec des gens qui venaient de divers horizons. C'est-à-dire que sur le campus, on avait des gens qui venaient de Chine, des gens qui venaient du Canada, de France, et il y avait ces possibilités-là d'échange qui nous étaient offertes. Et vraiment, ça a été quelque chose d'extrêmement enrichissant. Et beaucoup d'amis ou beaucoup de frères, on va dire, pour la vie que j'ai connue, c'est dans ces institutions-là, parmi mes frères marocains. Donc, que ce soit à l'UNCG d'El Jadida ou bien ici ou bien à l'ISCAE Casablanca plus récemment. L'un de mes plus beaux souvenirs ici au Maroc, c'est durant une des fêtes de Tabaski où j'avais été invité par un ami marocain à fêter avec sa famille. On a passé 3 4 jours en campagne avec eux. On a visité l'exploitation agricole de la famille. Ça, c'était les 2 jours avant la fête. On a organisé un match de football avec son oncle.
Ce que j'ai beaucoup aimé en fait durant cette fête-là, c'est que vraiment tout s'est passé dans une ambiance très très conviviale. Donc les enfants, les parents, tout le monde était réuni. Il n'y avait pas un peu ces barrières-là. Chacun s'exprimait. Tout le monde me mettait à l'aise. J'avais pas l'impression que vraiment j'étais un étranger. On n'était pas genre mon ami et moi de notre côté en train de discuter entre nous. Non, toute la famille était réunie. On a organisé tous les travaux ensemble, depuis le dépeçage, le fait d'égorger les moutons, jusqu'à maintenant le lendemain, les préparatifs des brochettes, tout ça. Donc vraiment, moi, c'était l'une des meilleures fêtes que j'ai passées de toute ma vie. Je m'en souviendrai, Inch'Allah, toute ma vie. Parlez-nous de votre vie professionnelle. Je suis consultant en stratégie et organisation. Donc, mon job, il consiste à accompagner des entreprises ou des acteurs du secteur public, des institutions, dans le cadre d'élaboration de plans stratégiques. Donc, pour faire très simple, en fait, mon job, il consiste à faire des diagnostics, un peu comme un médecin. Donc, vous analysez un peu le patient. Moi, dans mon cas, en général, c'est des entreprises, c'est des organisations. Donc, il peut y avoir des volets d'un point de vue stratégique ou des volets organisationnels. Par exemple, le volet organisationnel, c'est comment est-ce que doit être organisée l'entreprise ou l'organisation pour qu'elle puisse arriver à des objectifs donnés. Donc là, c'est des problématiques en lien avec l'efficience, en lien avec l'organisation de la technologie, etc., etc. Sur le point et d'un point de vue stratégique, donc pour revenir au diagnostic, donc un peu comme le médecin, on dissèque le patient pour essayer de voir de quoi est-ce que ce patient-là il souffre. Donc on remonte là aussi sur un historique, on essaie de voir sur les 5 dernières années comment ont évolué les différents indicateurs. Donc il y a des indicateurs financiers, il y a des indicateurs en lien avec tout ce qui est social, environnemental, en fonction des problématiques, parce que quand vous avez affaire à un acteur industriel, c'est pas la même chose que quand c'est un acteur du domaine des services, c'est pas la même chose que quand c'est une institution du secteur public, mais la méthodologie elle est grosso modo la même. On essaie de comprendre de quoi il souffre et on essaie de voir aussi c'est quoi les points forts, parce qu'il y a des points forts, il y a des points faibles dans chaque structure. Maintenant, une fois qu'on a mené ce diagnostic-là, qu'on a identifié les lignes de force, qu'on a identifié les axes d'amélioration, on vient avec des recommandations. Donc, on vient avec des recommandations, on les consolide dans des lignes de force stratégiques, donc pour les problématiques d'ordre stratégique, et on ressort avec des ambitions à horizon 5-10 ans, grosso modo. Donc, une feuille de route. La feuille de route, c'est tout simplement comment est-ce que la structure elle va aller de son point actuel à un point cible, donc dans un horizon de 5 ans, dans un horizon de 10 ans. Donc c'est grosso modo de façon ramassée le job du consultant. Le CRAN, c'est le cadre de réflexion et d'action des Nigériens au Maroc. C'est une association de professionnels que nous avons créée il y a quelques années afin de pouvoir nous organiser ensemble autour de projets d'intérêt commun. Donc, c'est des projets à vocation professionnelle. On a une composante aussi académique qui nous tient à cœur, où l'idée, c'est vraiment d'accompagner nos petits frères dans leur transition vers le monde professionnel. On a 3 piliers d'intervention. L'un de ces piliers-là, c'est le développement un peu professionnel. Donc, c'est les opportunités d'affaires pour les professionnels ici au Maroc. Donc, comment est-ce que nous, en tant que professionnels, on peut s'entraider entre nous? Le deuxième volet, c'est ce qu'on a appelé l'empowerment. Donc, l'empowerment, ça, c'est essentiellement destiné aux étudiants. Donc, et sur ce volet empowerment, ce qu'on essaie de faire à travers des actions telles que la mise en place de clubs soft skills, informatique, entrepreneuriat, nous retrouver avec des jeunes, que ce soit des nouveaux professionnels ou des étudiants, interagir, essayer de leur donner des tips qui vont leur servir
dans le monde professionnel. Notre troisième pilier d'intervention, c'est ce qu'on a appelé la cohésion au sein de la communauté. Donc vraiment, c'est un point qui nous tient beaucoup à cœur. L'idée, c'est que les gens puissent se retrouver malgré nos différents agendas qui sont serrés, qu'on puisse quand même arriver à se voir à fréquence régulière pour discuter de thématiques d'intérêt. Donc, grosso modo, c'est ça le CRAN. Et ce qui nous tient beaucoup à cœur quand on parle de CRAN, et c'est quelque chose qui ressort dans le A du CRAN, parce qu'on est un cadre de réflexion, mais surtout aussi d'action. Donc, le A, vraiment, il est extrêmement important pour nous. On y croit tellement que on essaie de faire en sorte que tout ce que nous faisons qui ait vraiment de l'impact. Donc, on essaye de ne pas être trop dans l'affichage, mais plutôt dans le concret. Voilà, donc focus sur la qualité plutôt que la quantité. Donc, en tout cas, on a de belles réalisations aujourd'hui et à notre crédit. Et ce que je dirais aussi, c'est que ces réalisations-là, elles ont pu aboutir parce que professionnels, étudiants, on a pu travailler main dans la main pour pouvoir avancer ensemble. Donc là, je salue vraiment l'ANEM Centrale, l'ANEM Casa, vraiment tous les jeunes étudiants qui nous ont aidés à organiser des activités d'intérêt commun pour notre communauté. Honnêtement, c'est une structure qui est pragmatique, c'est une structure qui est en constante remise en question de soi pour pouvoir nous améliorer. Donc nous, notre objectif vraiment, c'est de faire en sorte que ce que nous n'avons pas pu avoir quand nous étions un peu plus jeunes, l'encadrement qu'on n'a pas eu à avoir, que nos petits frères puissent en bénéficier. Donc grosso modo, c'est un peu ça sur le volet académique. Et maintenant, bien sûr, sur le volet professionnel, le fait de nous retrouver avec les professionnels, l'idée c'est que voilà, on puisse monter ensemble des projets. Donc, quand on dit projet, c'est pas forcément des projets à vocation mercantile, hein. Donc, c'est des projets aussi d'entrepreneuriat social où les professionnels se réunissent et puis essaient de voir ensemble comment on peut construire quelque chose. Pour l'instant, notre focus c'est ici au Maroc parce que on ne veut pas trop élargir le champ. On veut faire peu de choses, mais très bien. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a réussi à asseoir les bases de cette association-là, on peut faire les choses en beaucoup plus grand. Selon vous, faut-il rentrer au Niger après les études ou bien rester au Maroc ou bien ailleurs afin de gagner de l'expérience? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'avis tranché par rapport à cette question. Tout dépend des objectifs de tout un chacun. Vous avez des gens un peu comme moi, après les études ici au Maroc, qui ont décidé de rester, acquérir de l'expérience. Maintenant, sans m'en rendre compte, je suis resté voilà, des années dans ce pays-là. Voilà, parce que j'y ai eu de très belles opportunités. Donc, je pense vraiment tout dépend des objectifs de tout un chacun. Ceux qui arrivent à trouver des opportunités au Niger qui correspondent à ce qu'ils veulent faire, moi je pense que ça peut être intéressant pour eux de rentrer au Niger. Vous avez des gens qui peuvent avoir cet objectif-là de rentrer au Niger à court terme, mais qui vont décider de prendre 1 à 2 années d'expérience avant de rentrer. Je pense que ça aussi c'est bien parce qu'on est dans un monde qui est mondialisé, qui est globalisé. Donc, plus d'expérience internationale vous avez à faire valoir, mieux c'est sur votre CV. Maintenant, l'expérience internationale, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous pouvez l'avoir au Niger, vous pouvez l'avoir au Maroc, vous pouvez bosser pour une société qui est au Canada à partir du Maroc, vous pouvez bosser pour une société qui est basée au Maroc, mais être établie au Niger ou au Sénégal. Donc, je pense que vraiment la vraie question, c'est est-ce qu'on se retrouve dans le job qu'on fait? Est-ce qu'on a des opportunités qui correspondent à notre potentiel? C'est surtout ça vraiment les vrais déterminants plutôt que de rentrer dans des schémas. Et moi, je pense une chose qui est extrêmement importante, c'est d'avoir la capacité à suivre aussi parfois les vagues. Parce que vous pouvez vous fixer des objectifs, vous pouvez avoir un projet professionnel, mais après avoir des opportunités qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on voulait initialement.
Donc, il faut avoir aussi cette flexibilité-là parfois d'aller en dehors de ce qu'on a planifié pour saisir des opportunités qu'on n'espérait pas forcément. Et pour finir, quels sont les 5 conseils que vous donnerez à un jeune étudiant? Honnêtement, les conseils que je donnerais à un jeune étudiant, ça serait les conseils que moi j'aurais aimé qu'on me donne il y a plusieurs années. Parce que avec beaucoup de recul, avec quelques années d'expérience, quand on regarde par le passé, on se pose certaines questions. Donc moi, je pense l'une des choses que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais beaucoup plus jeune, ça aurait été de profiter plus du temps en tant qu'étudiant. Parce qu'on ne se rend pas compte quand on est étudiant du temps qu'on a pour se développer, du temps qu'on a pour apprendre, du temps qu'on a pour voilà, interagir avec les gens, apprendre de nouvelles compétences, aller sur des plateformes en ligne où vous avez des cours, ou vraiment être curieux d'un point de vue intellectuel. J'aurais aimé vraiment avoir consacré beaucoup plus de temps, moins de temps dans les cahiers, moins de temps à préparer les examens et beaucoup plus de temps en fait à aller apprendre d'autres compétences qui sont importantes pour le monde professionnel. Donc, que ce soit les soft skills, assister à des forums, voilà, parce que c'est des choses qu'on néglige très souvent. Faire aussi de l'associatif, très souvent ça, on le néglige souvent. Mais c'est le deuxième conseil que je donnerais aux jeunes, de ne pas voir l'associatif comme un frein à l'atteinte de leurs objectifs académiques. Donc, on a un peu cette vision-là de si je candidate au bureau de l'ANEM, c'est casse-tête, je vais devoir gérer les problèmes de la communauté, je n'aurai pas suffisamment de temps à consacrer à mes études. Moi, je pense que c'est une énorme erreur parce que vous apprenez ou vous développez beaucoup de capacités, la patience, le fait de prendre un peu sur vous-même et vous vous développez d'un point de vue communication, soft skills. Il y a beaucoup de volets sur lesquels, quand on sort un peu de ces cahiers, qu'on va à la rencontre des gens, beaucoup de choses qu'on développe et ces choses-là sont nécessaires, c'est des prérequis pour le monde professionnel. L'autre conseil que je donnerais aussi aux jeunes, ça serait d'aller aussi à la rencontre de leurs anciens, de ne pas être dans des schémas où vous êtes un peu reclus sur vous-même, où vous attendez à ce que les gens viennent vous donner les choses ou bien que les choses vous tombent dessus. C'est-à-dire les opportunités, très souvent, c'est vous qui les créez. Donc, et comment est-ce que vous créez ces opportunités-là? C'est en allant côtoyer les gens, c'est en n'hésitant pas à aller vraiment, parce que les gens très souvent sont ouverts. Il suffit que vous alliez, et surtout c'est quelque chose qu'on a aussi, moi je pense, en tant que Nigériens, cette volonté-là de nous entraider. Donc moi, c'est le conseil aussi, c'est le troisième conseil que je donnerais aux jeunes, c'est n'hésitez pas à solliciter vos anciens. Donc allez-y avec humilité, ne faites pas la grosse tête. Et pour prendre des conseils, ça peut être des conseils sur votre CV, ça peut être des conseils sur des parcours professionnels, sur des opportunités de travail, ça peut être des conseils aussi sur voilà, comment mieux organiser sa vie professionnelle. Parce que la transition entre le monde académique et le monde professionnel, c'est une transition qui est très difficile. Vous avez des gens qui étaient extrêmement brillants d'un point de vue académique et qui se retrouvent avec de sérieuses difficultés dans le monde professionnel. Et ça, c'est lié parfois au fait que vous êtes un peu trop théorique. Dans le monde professionnel, on ne s'attend pas à ce que vous rendiez une copie 20 sur 20, 18 sur 20, non. On s'attend à ce que vous livriez, si c'est un livrable, qui est un rendu à la date fixée. Voilà, donc parfois un 12 sur 20, un 13 sur 20 est suffisant. Alors que bon, si vous visez le 20 sur 20, ça va arriver une semaine après le deadline et ça ne sert à personne. Donc, il faut avoir un peu ce mindset-là, se dire, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a à apprendre, se fixer ces objectifs-là,
aller vers les gens qui ont commis des erreurs et capitaliser sur leurs erreurs. Moi, j'aime bien dire la personne qui est intelligente, vraiment, c'est celle qui apprend de ses erreurs, mais surtout aussi qui apprend des erreurs des autres, parce que là, c'est un double gain, en fait, pour vous. Donc, vraiment, c'est les conseils que je donnerais, et surtout pour mes petits frères qui sont dans des filières techniques ou des filières scientifiques, le conseil que je leur donnerais, c'est ne négligez pas le côté soft. Parce que très souvent, le côté hard, le côté compétences techniques, c'est comme une porte d'entrée dans le monde professionnel. Mais ce qui va vous permettre de progresser réellement, c'est un peu votre capacité à créer des connexions avec des gens, votre capacité vraiment à communiquer aussi les idées que vous avez. Et il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir quelqu'un dans le monde professionnel qui est extrêmement compétent mais qui n'arrive pas à véhiculer ses idées. Vous voyez à côté de vous des gens qui progressent, des gens qui arrivent à avoir des promotions, alors que vous êtes beaucoup plus compétent d'un point de vue technique, mais parce que vous n'avez pas ce côté soft-là, ça vous limite énormément. Donc c'est ce que je donnerais comme conseil aux jeunes. Vous regardez pas plus loin de la caméra. Ok, pas de souci. Mis à part ça, le micro peut-être un peu plus haut. Le micro un peu plus haut. Ouais, la longueur, ça vous va? Oui. Parce que je sais pas, je connais pas le rendu encore. Donc, Il n'y a pas de souci. Autant, donc voilà. Donc,